C'est parti, messieurs, dames, pour la grande tribune de ce mercredi 21 septembre 2022. C'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette grande tribune. Mes remerciements à toute l'équipe technique qui est en train de m'accompagner pour la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous suivez de par le monde. Deux sujets vont faire l'objet de cette émission d'actualité. Premièrement, nous parlerons de cette question du M23. M23, une corde au cou du président Tshisekedi, la carte pour sa réélection. Là, c'est la première question. La deuxième, la RDC abandonnée et scellée. Est-ce un échec de la diplomatie? Voilà les deux sujets qui vont faire l'objet de notre émission. Voilà, j'ai trois invités sur ce plateau qui vont commenter les deux sujets d'actualité. Monsieur plutôt Henri Chimbalanga. Bonjour et merci. Bonjour Dan, je suis encore heureux de se retrouver devant cette opportunité. Et je salue tous mes co-débatteurs qui sont en face de moi. Et je pense que on est là, on a choisi cette voie pour essayer un peu de partager aussi avec ceux-là qui ont le souci de concourir à l'avancement de notre nation. Donc je vous dis beaucoup merci pour cette invitation. Je vous en prie, monsieur Henri Chimbalanga. Avant de donner la parole à vos co-débatteurs, est-ce que vous avez un sujet d'actualité que vous souhaiterez commenter? Oui, bon, il est vrai que le grand sujet, bien que ce sera même ce qui fera un grand débat ici, mais je pense que l'adresse du président de la République hier aux Nations Unies, excusez-moi, c'est beaucoup plus, c'est la grande même actualité, parce qu'il a eu à être direct, courageux et en tout cas patriotique, parce que il s'est adressé comme quelqu'un qui a toutes ses assurances sur les faits qu'il est en train d'énumérer pour faire mettre en tout cas à blanc cette sorte d'hypocrisie et d'injustice que la communauté internationale nous inflige au regard de cette occupation qui n'a plus rien qui n'a plus d'espace pour se cacher. Et ça a été vraiment pour moi un très grand moment historique de le voir dans ce courage-là et dire clairement, il est même allé plus loin jusqu'à demander au président du Conseil de distribuer à tout le monde le rapport des experts des Nations Unies, lequel rapport fait voir noir sur blanc que l'agression dont la RDC est victime, c'est de la part du Rwanda. C'est le Rwanda qui soutient les M23. En tout cas, c'est la grande actualité pour moi. Et en tout cas, je le félicite pour ce courage-là. Et c'est vraiment ça, ce qu'on attendait de lui, du moins. Merci. Nous allons approfondir le sujet pendant l'émission. Monsieur Russell Mutoki, ça fait longtemps. Vous avez abandonné un peu, vous avez abandonné la grande tribune. Vous nous avez un peu oubliés, j'étais dans les oubliettes. Bonjour d'abord. Bonjour Dan, c'est un plaisir de débattre avec le co-débatteur. Je salue également les téléspectateurs qui nous suivent nombreux à la maison, bien entendu les autorités du pays aussi, spécialement le président de la République. Mais seulement, je voulais rappeler aussi ici que le président de la République a été serein, objectif, n'est-ce pas? Beaucoup plus pointillé, n'est-ce pas? Parce qu'il faille ici dénoncer ouvertement à cette tribune l'agression du Rwanda et la complicité de la communauté internationale qui reste impuissante, n'est-ce pas, face au Rwanda. Et nous comprenons aujourd'hui que la guerre de l'Est a ses corollaires. En réalité, s'il faut comprendre certaines choses, c'est que nous comprenons aujourd'hui que derrière le Rwanda, cette guerre ne nous est pas infligée par le Rwanda, mais plutôt par certains membres, n'est-ce pas, de la communauté internationale. Comment pouvez-vous comprendre que la déclaration éhontée comme ça du secrétaire général Antonio Guterres, qui dirait que le M23 était maintenant un mouvement bien organisé avec des armes sophistiquées plus que la MONUSCO. La MONUSCO est incapable
l'impuissance de la MONUSCO a été démontrée. Et lorsqu'on a posé la question, des questions élogées des grands journalistes comme vous autres, qui ont posé la question à Guterres, d'où venaient les armes pointillées, n'est-ce pas, que détenait le M23, il va répondre de quelque part. Et donc, vous voyez la complicité. Donc, les Nations Unies, à travers ses autorités, notamment Antonio Guterres, viennent de nous démontrer qu'ils savent l'approvisionnement, n'est-ce pas, du M23, dont aujourd'hui le groupe d'experts a fait un rapport beaucoup plus pointillé que sur le Rwanda, mais on ne veut pas tout de suite sanctionner le Rwanda. Comment pouvons-nous comprendre que des guerres similaires, la Russie et le Rwanda, et la Russie et l'Ukraine, bien qu'avec des raisons différentes, n'est-ce pas, différentes, que la Russie soit sanctionnée et le Rwanda n'est pas sanctionné? Comment pouvons-nous comprendre que l'Ukraine, appuyée en munitions et en armes par la communauté internationale, et la RDC, on nous met sous une autorisation, sous une correspondance d'autorisation obligatoire pour l'achat d'armes? C'est pas possible. Et donc, vous comprenez qu'ici, les jeux, c'est de faire voir, c'est de rendre la RDC incapable pour mettre, de sécuriser ses frontières, n'est-ce pas, pour mettre la main sur ces minéraux. Et là, vous comprendrez que le président de la République l'a dit tout haut, au niveau des Nations Unies, l'agression rwandaise, la complicité de certaines autorités du Conseil de sécurité. Et donc, nous ne pouvons que dire que cette diplomatie, comme vous l'avez dit, merci beaucoup. Vous avez posé la question si elle était un échec. Moi, j'ai dit que ce n'était pas un échec. C'était une victoire d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, tout le monde, même avec des rapports documentés, vous avez même vu mon co-débatteur les dire, je chute par là, pour dire que le président de la République a même demandé au président de l'Assemblée générale de le mettre à la disposition de tout le monde dans la salle, qui pointe du doigt clairement que c'est le Rwanda qui agresse et il faut sanctionner le Rwanda tout de suite. Merci beaucoup, M. Russell Mutoke, pour votre belle intervention. Maître Silver Kyunga, vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Matete, analyste politique. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Oui, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à cette émission. C'est une première. Je la vois toujours de loin. Bon, aujourd'hui que nous avons ce honneur d'être ensemble avec vous. Donc je salue tous les téléspectateurs et je salue mes co-débatteurs. Et je pense que nous allons passer de bons moments en analysant ce qui concerne notre pays. Merci. Merci beaucoup. On va lancer rapidement le sujet de ce matin. Le premier sujet, M23, une corde au cou de Tshisekedi, la carte pour sa réélection. Voilà la question qui nous est posée ce matin. Monsieur Henri Tshimbalanga, la question d'abord particulièrement du M23, cette question qui fait couler entre salive. Est-ce que c'est une corde au cou du président Tshisekedi qui peut jouer négativement en sa défaveur pour la prochaine élection présidentielle? Je pense que ça peut jouer négativement si du moins nous prenons cela d'abord dans le cadre de... Parce qu'il faut comprendre que c'est l'une de ces campagnes électorales. Il a promis la sécurité, le rétablissement de la sécurité et de surcroît, la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue et principalement à l'est de la République. Je pense que s'il faille d'abord revenir un peu en arrière pour essayer de voir si effectivement la question serait une corde au cou du président Félix, je pense que le M23 qui est venu un peu de très loin, CNDP, RCD, CNDP, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça ne devienne le M23. Mais ce sont les mêmes éléments qui animent ce mouvement-là. Et derrière eux, le Rwanda. À l'époque de Joseph Kabila,
quand ces éléments, cette rébellion a occupé la ville de Goma, laquelle a été récupérée non pas par la guerre mais par des négociations. Et la stratégie à l'époque c'était quoi? Joseph Kabila avait trouvé que s'il fallait attaquer Goma, parce que selon l'état-major militaire qui était dirigé, la force terrestre était dirigée par le général Olenga, du fait qu'à l'occupation, on avait limogé le général Amissi qui dirigeait les forces terrestres, les troupes de terre. Alors le général Olenga, en faisant voir la stratégie mise en place pour récupérer Goma militairement, Joseph Kabila aurait proposé d'y aller par des négociations, et étant donné que nos troupes étaient repliées à Runyonyi, et c'est de là que par la suite, après que Goma ait été récupéré diplomatiquement, c'est à partir de Runyonyi que maintenant les forces, les FARDC ont commencé à repousser les M23 qui n'ont pas pu résister. Et on a eu à défaire complètement le M23. Et ça en est parti. Maintenant, quand Félix arrive, il y a eu une nouvelle dynamique. Le M23 a manifesté des déclarations comme c'est devenu un peu facile avec tout le monde. Non, nous adhérons à l'Union sacrée. Il y a eu un peu de choses. En les rapprochant pour trouver voies et moyens comment négocier autrement, c'est de là qu'il y a eu maintenant d'autres accords avec le gouvernement actuel, le gouvernement sous Félix. Il y a des accords entre le gouvernement du président Tshisekedi et le M23. Comme quoi, il était question que voilà, la RDC accepte d'appliquer, de revoir, de mettre en application les accords. Pourtant, ces accords-là n'étaient pas signés au départ sous Félix. C'était sous Joseph Kabila. Mais quand la RDC, à l'époque, a trouvé que c'était encore vraiment un suicide. Parce que vous parlez de la déclaration de Nairobi. Vous parlez de la déclaration de Nairobi, c'est venu après. Et Nairobi s'est appuyé sur ces revendications-là. Le M23 qui revendique les accords qu'ils ont signés récemment avec le gouvernement, avec le pouvoir, le régime actuel. Vous voyez? Et le régime actuel qui ne peut pas accéder à ces revendications-là telles qu'elles sont données parce qu'il y a un problème de territoire que les M23 revendiquent. Alors, prenant connaissance de cause que derrière le M23, c'est le Rwanda qui agit. Alors, automatiquement, tout ce que réclame le M23, si jamais vous y accédez, c'est le Rwanda qui surgit dessus. Mais la question que j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui a justifié, pendant 2 minutes avant que je donne la parole à mon coordinateur, qu'est-ce qui a justifié la résurgence du M23? C'était un mouvement, vous l'avez dit, défenestré, mis en état, mis à l'écart. Oui. Ils se sont rendus au Rwanda, ils ont essayé de passer du temps là-bas, et après, ils se sont reconstitués, ils sont devenus un mouvement rebelle, et qui attaque le Congo. Qu'est-ce qui a justifié, qu'est-ce qui peut justifier la renaissance en force du M23? Je pense qu'il y a eu, dans la pensée de Félix Tshisekedi, il a même dit, pour lui, il était question de faire voir à tout le monde cette bonne foi qui voulait vivre en paix avec tout le monde, tous nos voisins et tous les Congolais de tous bords. Alors, il était question de rassurer, de faire venir tous ceux qui se disent Congolais mais se retrouvant en exil pour des causes quelconques politiques ou pas. Je pense que c'est dans cette dynamique-là que le gouvernement ou que Félix a trouvé qu'il était mieux de rapprocher tous ces gens-là. La délégation est ici, à Kinshasa. Ils avaient passé 14 jours sous des négociations. Voilà. Comme c'est un mouvement qui a des maîtres à penser qui sont de l'autre côté et qui ont leur visée, lesquels... Ça serait cet accord, ce nouvel accord qui aurait poussé, donner des ailes au M23. Oui, je pense que c'est ce nouvel accord qui a donné des ailes au M23 pour qu'on arrive à ce que nous connaissons actuellement. Maître Kyunga, Silver, votre point de vue, est-ce le M23 est une corde au cou du président Tshisekedi? Ça peut influer négativement sur sa possible réélection en 2023? Moi, je pense que la réponse est positive. C'est vraiment une corde au cou. Parce que, si ma mémoire ne me trahit pas, le président de la République, lorsqu'il s'était rendu à l'Est, et même pendant la campagne,
Et même après son élection, il avait dit dans un discours qu'il ne serait pas satisfait si pendant son mandat, il ne mettait pas fin à l'insécurité à l'Est. Ça, il avait dit. Je pense même que lui-même avait dit qu'il ne serait pas satisfait de la réussite de son mandat s'il n'arrive pas à rétablir la sécurité à l'Est. C'est à cette occasion-là qu'il avait même dit que s'il faut même qu'il puisse sacrifier sa vie, la question il était prêt pour ça. Donc, mais la question de l'insécurité, ce n'est pas seulement le M23, il y a beaucoup de... Oui, il n'y a pas que le M23. Le M23, c'est un élément dans l'insécurité à l'Est. Parce qu'il y a les ADF Nalou, il y a tous ces groupes Maïma, Codeco et consorts. Donc, c'est une grande responsabilité pour les chefs de l'État. Alors, nous avons tous suivi, selon certains analystes qui suivent la situation de l'Est, qui disent qu'il y a même résurgence de plusieurs groupes armés. Et notamment le M23 qui était défait, qui revient en force. Alors, pour les frères qui sont à l'Est, qui sont massacrés, nous les suivons jour et nuit, comme du bétail. Je ne pense pas qu'à l'issue du mandat du chef de l'État, vous allez le convaincre que le chef de l'État réussit son mandat sans qu'ils aient retrouvé la paix. Il reste encore une année et demie. Justement. Presque une année et demie. Une année et demie, ça paraît long, mais c'est petit pour rétablir l'ordre là-bas. Surtout que j'ai l'impression que notre pays, il va un peu de main morte. Parce que le M23, nous avons suivi les déclarations des gens du M23. Je confirme ce que mon collaborateur en face a dit. Ces gens ont été invités à Kinshasa ici. Ils ont été logés à Kinshasa. Ils ont fait des négociations avec le gouvernement. Ils reprochent au gouvernement de n'avoir pas respecté ses engagements. Bon. Maintenant qu'ils ont occupé une partie du pays, Bunagana, qu'est-ce que le Congo a posé comme acte de souveraineté pour récupérer ces territoires? Mais rien. Mais peut-être, bon, j'essaie de réfléchir. Ce mouvement, vous avez suivi Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, aurait une armée très sophistiquée que même la MONUSCO ne serait capable de battre. Ça fait quand même réfléchir. Ça fait quand même réfléchir. Bon, moi je pense que nous sommes Congolais. La sécurité du Congo et l'intégrité du territoire congolais revient d'abord aux Congolais et au gouvernement congolais. Ce n'est pas aux Nations Unies. Les Nations Unies n'ont jamais rétabli l'ordre quelque part. Moi, je ne connais pas où est-ce qu'ils ont rétabli l'ordre. Ce sont des gens qui viennent souvent en villégiature. Ils ont des agendas cachés. Depuis que nous avons l'insécurité à l'Est, où est-ce que vous avez vraiment entendu la MONUSCO faire une guerre frontale avec les rebelles? Vous vous rappelez, il y a eu un moment, on a attaqué un de camps ou des sièges de la MONUSCO à l'Est par des rebelles. Ce sont les phares de ceux qui sont venus chasser ces rebelles-là. Mais ils étaient dedans avec tout leur arsenal. D'accord. Pendant 1 minute 30, le refus du gouvernement congolais de négocier avec les rebelles du M23, est-ce que vous le trouvez juste? Moi, je soutiens ces refus-là. Parce qu'on ne peut pas, vous savez, à cause de l'impunité, nous risquons d'aller de rébellion en rébellion. Le gouvernement va s'assumer, on doit mettre fin à cette histoire, que chaque fois que quelqu'un prend les armes, on l'invite, on l'intègre dans l'armée, et puis on l'intègre dans la politique, et puis tout recommence. Finalement, il y aura un autre aigri qui fera la même chose, il dit bon, tel est devenu ministre ou général, moi aussi je fais les mêmes. Donc, moi je pense que le gouvernement doit prendre des mesures fortes. Et par rapport, par exemple, au discours du chef de l'État, j'ai aimé ce qu'il a dit, mais il y a quelque chose qui manque. Depuis que le M23 est dedans et que nous avons effectivement découvert que les Rwandais derrière, est-ce qu'on peut justifier cette amitié avec les Rwandais ou ces relations qui continuent avec les Rwandais pendant que nous sommes convaincus, le président l'a dit, l'armée rwandaise est sur notre sol, l'ONU l'a confirmé, mais nous avons de bonnes relations, notre ambassadeur est là, il réussit. Non, en droit international, ça ne fonctionne pas comme ça. Merci, en droit international, il y a une série de sanctions que l'État d'abord doit prendre
pour réagir et montrer à l'autre État que je ne suis pas bon. On va essayer d'entrer en profondeur de cette question du M23 à la deuxième tournée de table. Russell Moutouké, je vous donne la parole aussi. La question, vous l'avez notée. Est-ce une corde au cou du président Tshisekedi, la carte pour sa réélection? Non, M23. En fait, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, je crois que je vais corriger certaines choses qui s'est dites ici sur le plateau. Le gouvernement Tshisekedi n'a jamais signé des accords avec le M23. Ça, c'est une précision de taille. Vous cherchez sur Internet, il n'y en a pas. Qui en était facilitateur? Peut-il me dire? Pas du tout. Les M23 seraient à Kinshasa pour signer les accords avec... Non, ça, ce sont de faussetés. Logé à Kinshasa. Je respecte l'opinion des autres. Pendant plus de 2 semaines. S'il te plaît, je respecte l'opinion des autres. Mais ce n'est pas une vérité, n'est-ce pas? La seule négociation qu'il y a eu avec le gouvernement Tshisekedi, avec le M23, c'est à Nairobi, n'est-ce pas? Il y a eu 2 factions de M23 à Nairobi. Ceux qui sont allés avec Runiga, et les autres qui étaient sur le terrain des opérations, qui ont arrêté, qui n'ont pas voulu respecter les accords de Nairobi, n'est-ce pas? Il n'y a pas des accords signés avec le M23 par le gouvernement Tshisekedi. Qu'est-ce que le M23 réclame au gouvernement Tshisekedi? Ce ne sont pas les accords qu'ils ont signés, le prétendu accord qu'ils ont signé avec le gouvernement Tshisekedi, fabriquer un bout de papier fabriqué dans les réseaux sociaux, pas du tout, n'est-ce pas? Ce sont les accords signés depuis avec Kabila qu'ils sont en train de réclamer. Il parle ici de les intégrer dans l'armée, il parle ici de les considérer comme parti politique et consort, et ce sont des accords qu'ils avaient signés. C'était quoi l'objet? Et vous allez vous rappeler que cet accord qu'ils ont signé en 2009 avec les CNDP, qui a fait une résurgence en s'appelant Mouvement du 23 mars, je crois qu'en 2013, parce qu'il faut les rappeler, que le M23 a ressurgi en 2013, n'est-ce pas? Et non pas seulement sous Félix Tshisekedi, c'est sous Félix Tshisekedi qu'ils ont pris l'ampleur avec le pouvoir de Kigali. Ils étaient mis en déroute en 2000. Ils étaient mis en déroute, oui, avec les FARDC, la brigade d'intervention rapide, mais ils ont ressurgi en 2013. Vérifiez sur les réseaux sociaux, vous verrez sur Internet, non, vous verrez. 2013, c'était la période où ils ont été mis en déroute par l'armée et la brigade d'intervention rapide. Et en 2021, ils ont ressurgi. J'invite tout le monde à entrer sur les réseaux sociaux et sur l'Internet. Je n'invente rien. Ils ont ressurgi en 2013. Ça, c'est une évidence. Ils ont été défaits, je crois, en 2012, une histoire comme ça. Ils ont ressurgi en 2013. Je crois que, précision détail, ils ont ressurgi en 2013. Tout le monde peut vérifier dans les réseaux sociaux. Sur Internet, je n'invente rien. Ça veut dire tout simplement que ces problèmes de M23 aussi, il faut le rappeler. Le M23, ça n'existe plus. Le M23, c'est le Rwanda. Faut arrêter de dire M23 a ressurgi, M23 panacé. Non, c'est le Rwanda. Dois-je vous rappeler ici les preuves qui ont été récupérées par l'armée sur le terrain des opérations avec des armes, des munitions, des tenues militaires et des militaires arrêtés. RDF, armée des officiels rwandaises. Dois-je vous rappeler que ces preuves-là ont été homologuées par le groupe d'experts, le rapport de groupe d'experts, par le rapport de la CIRGL. La question, l'armée rwandaise. Tout à fait. On l'a dit plusieurs fois, le gouvernement l'a dit plusieurs fois, le président l'a aussi dit à la tribune des Nations Unies. Mais après la déclaration, après la dénonciation, le fait que nous sommes agressés. D'abord, nous devons comprendre une chose, parce que j'ai entendu mon co-débatteur dire ici que les Nations Unies n'ont pas à apporter la paix, ce qui est une vérité, mais il faut rappeler aussi que c'est parmi les défis à relever des Nations Unies. Les Nations Unies viennent en appui. Ce n'est pas pour rien que nous en sommes membres, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler ici que sur le plan interne, nous avons cette souveraineté-là de défendre, n'est-ce pas, notre territoire. Et c'est ce que la RDC est en train de faire sur le terrain des opérations, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler ici qu'il y a une question internationale qui s'impose dans cette question. C'est la question de non-agression. C'est la question de l'intangibilité des frontières de voisins. Et c'est ce que le Rwanda est en train de violer. Je puis vous dire ici, ce n'est pas pour rien que j'ai rappelé ici, que le Rwanda voilait M23. Et tous les rapports l'ont dit si clair.
Il ne faut pas parler de M23 ici comme si on voulait parler d'un groupe armé. Nous avons ici en face de nous une armée sophistiquée, n'est-ce pas? Bien organisée, qui est le Rwanda, qui nous agresse. Ce n'est pas le M23. Parce que lorsqu'on parle du M23, en considérant comme si c'était un groupe armé, on voudra faire croire que c'est un groupe armé qui n'est pas équipé. Je vais reposer la main. Alors que, s'il te plaît, alors que vous avez suivi le secrétaire général des Nations Unies, même s'il n'a pas voulu dire directement que c'était le Rwanda, que le M23 avait des armes conventionnelles, était un groupe organisé. D'ailleurs, le rapport des experts dit même que des photos des drones, des images des drones, n'est-ce pas, montrant des colonnes, n'est-ce pas, des formations militaires rwandaises en train d'entrer sur le sol congolais. D'ailleurs, il y a des photos même des militaires RDF à Bunagana, n'est-ce pas? Et pourquoi vous voulez continuer à parler comme si Kinshasa était en train de se battre avec un groupe armé? Pas du tout. Kinshasa est en train de se battre sur son sol contre l'armée rwandaise. Ce n'est pas le M23, c'est l'armée rwandaise, il faut le dire de cette manière-là. Et il faut rappeler ici que vous êtes sans ignorer que la difficulté de Kinshasa, c'est d'être sur cette mesure d'embargo qui a été transformée en une notification obligatoire. C'est ça qui empêche à Kinshasa de défendre l'intégrité du territoire national. S'il te plaît. C'est ce qui est la cause. Regardez la difficulté. Lorsque Kinshasa a d'abord un embargo, ça veut dire tout simplement que Kinshasa ne peut pas se procurer des armes de dernière génération. Lorsqu'on transforme l'embargo en une notification obligatoire, ça veut dire qu'on met des barrières à Kinshasa de se procurer des armes conventionnelles, de se procurer des armes de dernière génération. Pourtant, de l'autre côté, avec le Rwanda, c'est une armée équipée, c'est une armée bien formée, c'est une armée avec des armes au point. N'est-ce pas? Et donc, c'est là où, c'est pour ça même que nous disons qu'il y a une certaine complicité, n'est-ce pas? Parce que quand on sait que c'est l'armée rwandaise, avec toutes les armes sophistiquées, qui attaquent le Congo, et on ne veut pas que le Congo puisse s'armer suffisamment, n'est-ce pas? Malgré les efforts du gouvernement, sous cette décision de notification obligatoire, ce qui n'est pas de bonne loi. Mais les autorités sont en train de travailler, n'est-ce pas? Hier, j'ai entendu ici des groupes armés qui se multiplient. Il faut rappeler ici, je chiche par là, dire que hier, le groupe armé s'est multiplié du jour au jour. Aujourd'hui, les groupes armés ne sont qu'en train d'être défaits. Et vous allez vous rendre compte qu'au jour le jour, le groupe armé ne sont non plus des espaces où ils sont en train de sévir de manière officielle. Dois-je vous rappeler les derniers rapports de l'armée? Je cite là. D'accord. C'est 160, plus de 160 bastions des groupes armés sous les mains de l'armée. C'est plus de 180 sanctuaires des ADF, n'est-ce pas? Sous les mains de l'armée. Et donc, le gouvernement est en train de travailler, est en train de faire des réformes de l'armée, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Puisque cela avait passé plusieurs temps où ce n'était pas le cas et le gouvernement travaille pour récupérer son intégrité territoriale. Merci beaucoup, Monsieur Henri Chimalanga. Je vous repasse la parole sous cette même question du M23. Le M23, la force du M23, vos co-débatteurs ont semblé le dire, ce n'est pas le M23, mais c'est plutôt le Rwanda qui est au Congo. C'est l'armée rwandaise qui est au Congo avec l'appui de la communauté internationale. Comment la RDC peut-elle mettre fin à cette guerre pendant qu'elle combat contre le M23, contre l'armée rwandaise soutenue par la communauté internationale? Cela justifierait l'impuissance aujourd'hui de déloger les rebelles de Bunagana 3 mois après. Oui, je pense que la question est fondamentale, mais juste un petit mot sur mon co-débatteur qui il rejette une information qui lui semble ne pas être bonne du fait que il dit que ce sont les réseaux sociaux. Et en même temps, il s'appuie aussi sur les mêmes réseaux sociaux pour nous amener à croire aussi les mêmes informations. Mais ça va de soi. Qu'est-ce que je veux dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que je voudrais dire? Parce qu'on doit parler dans le dictat des mots. Mais au fait, ce sont les mêmes histoires. Ici, je pense qu'on doit considérer comme on est dans un laboratoire. Quand il y a une maladie, on ne doit pas d'abord
essayez de donner un autre nom parce que le patient, c'est quelqu'un que vous aimez, ainsi de suite. Vous devez avoir le courage de nommer la maladie en tant que telle pour essayer d'inventer ou de comprendre la thérapie qui va s'en suivre et donner le salut aux malades. Je pense que vous vous imaginez, il y a un des conseillers spéciaux du président Félix. À l'époque où le président a signé des engagements, des accords avec le président Kagame, lesquels personne ne connaît la teneur. Parce que du moment où... Accord économique et accord économique, sécuritaire. Mais vous avez Marcelin Bilomba, puisqu'il était passé sur Top Congo FM, je cite, parce que c'est une information qui n'a pas été ramassée derrière la maison, mais il est passé sur une grande chaîne de la place, et il dit ceci dans son intervention, que les accords que le président a signés là-bas, moi je suis conseiller spécial en la matière, mais je n'en sais rien, je n'étais pas associé. Et il conclut que la RDC n'a rien à gagner dans ces accords-là. Vous vous rendez compte? C'est ce que Bilomba dit. Oui, mais je vous donne la source, c'est Top Congo FM. Donc Bilomba dit que les accords signés par le président qui s'est dit... Il n'était pas associé, il n'en connaissait rien. Et que la RDC ne va rien gagner économiquement. Mais je vais vous lire la réaction de Claudel Loubaya, député national, qui, sur cette question également. Il dit « Le gouvernement est seul responsable de cette situation dès lors qu'il n'a jamais daigné révéler à la nation les contenus et le contour des accords économiques et sécuritaires qu'il a conclus en toute opacité avec nos voisins rwandais et ougandais. » Mais j'étais en train d'y aller. Vous avez l'Assemblée nationale. Mais à quel moment, qui peut nous dire, en commençant par le président de la Chambre basse, ni le président du Sénat, qui peut nous donner la teneur des accords que le président Félix a signés avec le Rwanda ou l'Ouganda, les accords militaires, qui par la suite, nous avons des troupes militaires de ces pays-là sur le sol congolais, sans pour autant passer par l'Assemblée nationale. Vous voyez, c'est cette opacité-là qui fait que maintenant, nous sommes devant une situation compliquée. Nous sommes en train de réfléchir sur des données qui ne sont pas, peut-être, qui ne sont même pas réelles par rapport à ce que les accords signés entre le président et ses homologues, jusque-là, ça nous reste. Ça, c'est une paire de manches. Mais le fait qu'il y ait, entre guillemets, cette complicité, entre guillemets, internationale. Oui, j'y arrive. Maintenant, la communauté internationale n'est pas avec la RDC, malheureusement. Parce que maintenant, ce n'est plus un secret, ça ne demande pas de beaucoup réfléchir. La preuve... Alors, la question que j'aimerais comprendre, c'est la balance pèse de quel côté? Du Rwanda. Du Rwanda. Du Rwanda. Ça, c'est évident. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Léon Kengo, dans une vidéo, il rappelle certains faits. Il dit ceci. À l'époque où il était Premier ministre, il prend une décision pour faire partir tous les Rwandais qui étaient à l'Est là-bas. Et tout de suite, les ambassadeurs des Occidentaux sont allés le voir, lui demandant de ne pas prendre une décision contraire à la position du maréchal Mobutu, qui était laquelle il faut abandonner ta décision à toi et laisser ces gens-là sur le sol congolais. Et il va plus loin pour dire, peu après il y a eu bombardement, alors que le Rwanda n'avait ni avion ni armée de l'air. Et avec quoi a-t-on bombardé dans les camps des réfugiés? Ça revient au même. Aujourd'hui, le secrétaire général qui nous dit que le M23 des armes sophistiquées, ça vient de quelque part. Mais lui, il sait. Mais il nous dit de quelque part. Vous voyez le vocabulaire là. Alors, c'est pour revenir à ta question que tout ce que nous... L'impuissance de l'armée congolaise à déloger les rebelles du M23, entre guillemets. Mais cette impuissance-là, d'abord, ça nous vient du fait que notre armée a subi des procédures de brassage, et ainsi de suite, et on a été infiltré, surtout avec l'avènement de l'AFDEL. Et cet état de choses nous a amenés jusqu'à aujourd'hui. Donc, d'abord, du point de vue structurel, notre armée, je peux dire qu'elle existe à moitié, parce que vous avez des généraux. Notre base logistique était dirigée par qui? C'était des généraux rwandais. Et vous pensez que même nos services de renseignement militaire, qu'est-ce qu'on peut pondre comme stratégie sans qu'à la minute le Rwanda n'en soit informé?
Bon, il y a un problème ici du général Yav, Philémon Yav, que l'on accuse d'être tout le temps en communication, qu'il sera en communication avec le général, le Rwandais, là, James Kabarebe. Mais remontons un peu, il y a un événement qui venait de se passer entre un de nos acteurs politiques, qui malheureusement lui-même, je pense que par mégarde, a publié dans les réseaux sa communication, son échange avec l'ambassadeur Karega, le Rwandais qui était ici. Dans ce qu'il a publié sur WhatsApp, il y a un terme qui m'a beaucoup tapé. Ça me revient avec cette histoire de Général Yav. Karega qui lui répond ceci. Je ne pensais pas que c'est de cette manière que tu peux traiter moi qui pensais être ton mentor. Et il s'adresse à qui? À Constant Moutamba, un Congolais. Mais vous comprenez cette histoire-là. Qu'est-ce que je veux dire? Terminé. La question est pertinente. Notre impuissance a été déjà projetée depuis l'avènement de l'AFDEL. On nous a complètement dégarni d'une armée qui n'est plus une armée nationale. Et maintenant, pour élaguer, il est en train de subir tout ce qu'il y a eu dans le passé et ça ne lui est pas facile, de passer aux réformes. Nous sommes maintenus sous ce régime-là qui fait qu'il n'est pas en mesure d'acheter des armes pour doter l'armée. Et dans cette situation-là, qu'on se le dise, qu'on soit opposant ou pas, mais comment il va arriver maintenant à donner au FARDC quelle qu'en serait leur formation militaire, mais sans armes, qu'est-ce qu'il peut faire? C'est vraiment, maître Sylvain Kyungal, l'impuissance de, disons, l'incapacité jusqu'au jour d'aujourd'hui de FARDC de déloger les rebelles de Bunagana, ce n'est pas du fait du gouvernement, c'est une situation qui date de très très longtemps, comme l'a dit votre co-débatteur. On ne va pas tout mettre sous la tête du président Tshisekedi. C'est un héritage lourd. Non, cette incapacité, c'est du fait du gouvernement. Moi, je n'aime pas cet argumentaire qui consiste à tout, comme disait Mobutu, à remonter jusqu'au déluge. Je crois que quand on a des responsabilités, on s'assume. On assume et le passé et le présent. C'est ça, même la politique ou la gestion. Donc, on hérite du passé, de l'actif et du passif. Donc, on ne peut pas s'intéresser seulement à l'actif. Le passif, ce n'est pas mon problème. Non. Et j'ai toujours soutenu pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est à cause du gouvernement que nous sommes en train de vivre? Parce que le gouvernement, jusque-là, n'a pas posé des actes qu'il faut. L'histoire de l'embargo des armes contre le Congo, est-ce que les gens savent ça date de quand? Ça date de 1991, sous le maréchal Mobutu. C'est après le massacre, soi-disant, des étudiants de Lubumbashi, qu'on a mis notre pays sous embargo contre les armes. Alors, lorsque l'AFDEL... C'est pas un prétexte pour justifier l'incapacité des... Pour moi, c'est un prétexte. C'est un prétexte. Parce que quand vous parlez embargo, au sens clair du mot, cet embargo-là ne concerne que les Occidentaux. Et les armes ne se fabriquent pas seulement en Occident. Pendant toute la période que Joseph Kabila a été au pouvoir, cet embargo existait. Nous achetons des armes où? Nous avons vu des armes venir dans ce pays-ci. Vous connaissez des véhicules comme Kamaz, Joyfang, les consorts. Nous avons vu des blindés ici. Nous les avons achetés où? Ce n'est pas en France, aux États-Unis. Donc, moi je pense que ça c'est un faux fuyant. Mobutu à son temps avait dit, pour la sécurité, pour l'intégrité du Zaïre, je suis prêt à signer des pactes, même avec le diable. Mais vous vous rappelez que l'armée congolaise était dirigée par des Rwandais pendant un moment, avec l'arrivée du président, comment il s'appelle, Laurent Désiré Kabila, avec les brassages que nous avons connus grâce aux négociations avec les groupes armés. Notre armée infiltrée, ça fragilisera à l'intérieur l'armée. C'est l'une des causes aussi de... C'est cette même armée, mon co-débatteur l'a dit ici, c'est cette même armée qui a défait la M23. En 2013. Alors, lorsqu'aujourd'hui j'entends des Congolais dire, en fait, ils mettent de l'eau au moulin de l'ONU et de la MONUSCO, l'armée rwandaise est hyper sophistiquée, bien formée. Non, mais ça c'est le défaitisme, moi j'appelle ça.
C'est le discours du secrétaire général des Nations Unies. Non, ce n'est pas le secrétaire général des Nations Unies qui dirige la RDC. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux, archi faux. Nous avons une armée bien formée et qui a du personnel capable de relever ces défis. Moi, ça me fait mal quand je vois le porte-parole du M23 dire « Les FARDC ne viendront pas ici, ils n'en sont pas capables. » Et il n'y a personne pour relever ces défis. Mais ça, c'est une honte. Vous avez vu, si nous rentrons dans la Bible, quand on a défié l'armée de Dieu, David est sorti. Comment est-ce que, même si, comme on le dit aujourd'hui, nous avons affaire au Rwanda. Oui, bon, puisque le Congo a affaire au Rwanda, qu'est-ce que le Congo a fait? Rien. Il y a un lobbying au niveau international, diplomatiquement parlant. Mais sur le plan diplomatique, dénoncer nous avons difficile à nous faire entendre. Sur le plan diplomatique. Deuxièmement, on n'a pris aucune mesure sur le plan du droit international pour montrer au Rwanda que nous ne sommes pas contents de vous. Parce que, en cette matière, lorsque vous avez la suspension de la compagnie aérienne... On y va crescendo. Non, ça c'est des histoires commerciales, ce n'est pas ça, ça n'a rien à voir avec la politique. En principe, en droit international, quand vous êtes agressé comme ça par un pays bien identifié, on commence ne fût-ce que par la convocation de l'ambassadeur du pays. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Le rappel de votre ambassadeur en consultation. Et si les choses continuent à ne pas évoluer, on va à la victoire des relations diplomatiques. Vous pouvez justifier qu'aujourd'hui nous avons de bonnes relations avec les Rwandais pendant que les autorités disent que c'est l'armée rwandaise qui est au pays. Ça paraît comme une farce. Contradictoire. Mais oui, ça paraît comme une farce. Parce que vous avez, c'est comme on dirait en Ukraine là-bas, l'ambassadeur russe à Kiev, l'autre de l'autre côté. D'accord. Il y a de bonnes relations et on fait la guerre. Merci, maître. Il faut d'abord mettre fin à ces relations-là. D'accord. Et puis, l'histoire des accords dont vous parlez, le gouvernement avait suspendu. Terminé. Il n'a même pas rompu. Parce que suspendre et rompre, c'est différent. On a dit, on a suspendu. Parce que je me rappelle du Conseil des ministres, on a dit, le gouvernement a demandé qu'on puisse suspendre. Donc on y reviendra. Vous comprenez? Alors, c'est ce manque de fermeté de la part de nos autorités qui montre au Rwanda que bon, nous sommes dans la trouille. Merci. Parce que quand on dit les armes du Rwanda sont sophistiquées. Quelles armes sont sophistiquées? L'armée rwandaise a 30 000 hommes. Nous en avons plus de 120 000. Donc on ne peut pas les affronter. Et on commence à se plaindre comme des petits enfants. Nous ne pouvons pas faire la guerre parce que nous sommes sous embargo. Merci beaucoup. Est-ce que la Russie nous a mis sous embargo? Merci beaucoup. Est-ce que la Russie nous a mis sous embargo? Merci mais beaucoup. les armes, ça se met en Inde, ça se met en Afrique du Sud. Maître Sylvain Kyunga, pour votre que les autorités doivent s'assumer, point de vue. Ils doivent montrer qu'ils sont capables. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Rissel Mutoke. On termine avec vous cette question avant de prendre le discours du président Tshisekedi. Vos co-débatteurs pointent l'incapacité du gouvernement dans la gestion de cette crise, notamment le fait qu'aujourd'hui, 3 mois après, c'est du fait du gouvernement qui montre ses limites, son incapacité à gérer la guerre qu'on nous impose par le Rwanda. D'abord, je commence par dire que ça, c'est une fausseté, n'est-ce pas? Parce qu'il faut rappeler ici que, d'abord, je commence par mon frère de l'autre d'en face. Il faut une précision des tailles, n'est-ce pas? Réseaux sociaux est différent d'Internet, n'est-ce pas? Réseaux sociaux, c'est tout ce qu'on fabrique, on publie sur Facebook, Twitter, machin et consorts, n'est-ce pas? Des choses, des documents qu'on peut fabriquer dans des laboratoires et les publier, n'est-ce pas? Mais Internet, c'est là où nous avons toutes les informations officielles et les informations officielles, les sites officiels et consorts où nous pouvons nous documenter à distance. Nous n'avons pas besoin de nous déplacer, n'est-ce pas? Je rappelle ici à mon ami que lorsque je renvoie sur Internet et non sur les réseaux sociaux, je suis presque, comment je peux dire, je suis concret dans ce que j'ai dit, cher ami. Nous venons sur un plateau de télévision, nous devons avoir un caractère pédagogique. Chers amis, ils disent que le gouvernement a signé des accords avec le Rwanda. Ces accords-là, on n'y connaît rien, on ne sait rien et qu'on sort. Chers amis, je suis sur Internet, je crois que vous devez lire pour la compréhension de nos téléspectateurs, n'est-ce pas?
lisez ici, le gouvernement a signé 3 accords. Lisez ces accords-là. Je ne parle pas nulle part. Je vérifie sur Internet, j'ai les accords. Il y a 3 accords. Il y a les accords entre Sakima et Diller sur les raffineries d'or, n'est-ce pas? Il y a le raccord sur la double imposition et l'évasion fiscale, n'est-ce pas? Il y a le 3e accord sur la promotion et la protection des investissements. À côté de ces accords signés-là, il y avait le ministre du Commerce extérieur et d'autres membres du gouvernement, cher ami. C'est pour ça que moi j'ai dit qu'il ne faut pas venir sur des plateaux de télévision pour faire des incantations. Nous sommes dans une émission pédagogique, cher ami. Je crois que vous avez lu, n'est-ce pas? Je n'ai rien inventé. Ce que je dis est officiel et est sur Internet. Ils disent que le gouvernement n'a pas publié ça, mais je comprends que mes co-débatteurs n'ont pas eu la chance de consulter, de se documenter pour voir que cet accord a été même officiel, n'est-ce pas? Publié dans tous les médias au moment de sa signature, n'est-ce pas? Et ça a été signé à Goma, n'est-ce pas? Et donc, il faut venir sur des plateaux de télévision faire des débats pédagogiques, c'est beaucoup plus important que de dire des choses juste pour la clameur publique. Mais moi, j'y rentre encore dans cette question ici des accords sécuritaires signés qu'on ne connaît pas et qu'on sort que Tshisekedi a signé. Non, cher ami. Tshisekedi a signé des accords sécuritaires qui sont déjà officiels. D'ailleurs, ce n'est pas Tshisekedi qui a signé ces accords-là, ça existait déjà et Tshisekedi n'a fait que raviver ces accords-là parce que la politique de Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, c'est de ne pas se regarder en chien de faïence avec ses voisins. D'ailleurs, il l'a dit dans son discours au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, à l'Assemblée générale. Ça veut dire qu'il fallait accords sans parfois consulter ou mettre à contribution l'Assemblée nationale, qui est l'autorité... Ils ont été consultés, ils l'ont dit, n'est-ce pas? Et donc, vous allez voir que ces accords-là, ce sont des accords qui sont signés à travers le monde par différents pays, des pays voisins, n'est-ce pas? Les accords sécuritaires, les accords d'échange des renseignements, que ce soit sécuritaire, militaire et consorts, ça existe ces accords-là, et ce sont ces accords-là que Tshisekedi avait ravivés parce que ce sont des accords qui existaient déjà depuis lors. N'est-ce pas? Parce que vous allez vous rappeler ici que lors de l'éviction de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, Kabila avait fait introduire les militaires rwandais ici, c'était sur base de ces accords-là, n'est-ce pas? Et donc, Tshisekedi n'a fait que raviver ces accords-là dans sa politique du mieux vivre avec ses voisins. D'accord. La sécurité. Il faut rappeler aussi que... L'incapacité du gouvernement. S'il te plaît, je suis en train d'y aller. Il faut rappeler aussi ici que les accords signés signés sous Kabila, il y a des accords qui n'étaient pas des bons accords. Vous avez par exemple des accords qui ont été signés autorisant les services renseignements rwandais de circuler librement sur le sol congolais sans aucune contrainte. Il s'agit de quel... Il s'agit des accords signés par Raymond Tshibanda. À l'époque, lorsqu'ils ont signé avec les M23, après les M23, il y a d'autres accords qui ont été signés. Il faut entrer sur Internet, c'est bien documenté. Je n'invente rien. N'est-ce pas? Et donc, vous allez vous rendre compte que ces accords-là nous ont mis en mal. Et le gouvernement congolais arrivé, compte tenu de tout ce qui a été fait, je suis en train maintenant de raconter ton intervention, le gouvernement trouve quoi? Il trouve une armée déstructurée. Il trouve une armée en mal ça n'a pas empêché des armées. Ça n'a pas empêché au président de promettre la paix pendant son quinquennat. Oui. C'est ainsi que le gouvernement, à travers le président de la République, qui, lors de son arrivée au pays, il avait promis la paix et c'est ce qu'il est en train de faire. Il se bat bec et ongle pour le faire. Vous allez vous rendre compte que la réforme de l'armée est en train d'être faite depuis qu'il est arrivé. Avec la publication de la loi, la programmation militaire. Il n'y a pas que la programmation militaire, cher ami. Vous allez vous rendre compte que ça faisait belle lurette que notre armée ne partait plus en formation. Parce que l'armée, c'est 3 concepts. La formation, les équipements et les casernements. N'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte qu'en formation, les formations avec les Français est revenu, les formations avec le Belgique sont revenues, les formations avec les États-Unis sont revenues, les formations avec l'Égypte, les Gabon et consorts sont revenus. Vous allez vous rendre compte que des produits de ces formations-là, il y a des troupes qui ont été formées pour la jungle, qui sont parties du Gabon. Je crois que nous en sommes à un 2e bataillon, n'est-ce pas? C'est dans le cadre toujours de réformer l'armée pour que
les résultats soient obtenus au niveau de l'Est de la RDC. À côté de ça, vous avez la brigade canine, n'est-ce pas? Vous avez la formation des parachutistes qui sont partis de l'Égypte, n'est-ce pas? Tout à fait. Certains qui sont partis de l'Israël. Okay. Je n'invente rien. D'accord. Vous entrez sur Internet, déjà vous avez les données. Terminé. Je reviens encore sur cette question. Une minute, oui, une minute. Oui, allez-y. Sinon, j'ai plusieurs matières à donner. Ça dit que au niveau des casernements, non, je parle d'abord des équipements. Au niveau des équipements, malgré l'embargo et consort, le président de la République s'est bat bec et ongle pour avoir, n'est-ce pas, ces armes. C'est comme ça que vous allez rencontrer que, à travers les partenariats stratégiques, nous avons obtenu des hélicoptères ici, n'est-ce pas? Nous avions obtenu des armes ici, mais n'est-ce pas? 3 mois plus tard, mais il y a une partie qui est toujours occupée. Pourquoi? Malgré toutes ces performances, 3 mois plus tard, on est toujours... Très belle question. Je vous ai dit ici que nous sommes en face d'une armée conventionnelle. Et il ne faut pas oublier que ce n'est pas les M23, c'est l'armée rwandaise. Et lorsque nous disons ici que l'armée rwandaise est très bien équipée, nous étions, ça fait plusieurs années d'ailleurs, il l'a dit ici, sous embargo. Vous savez que l'embargo sur les armes, ça fait très mal. Vous n'arrivez pas à vous équiper avec des armes de dernière génération. Et ce sont des réalités, n'est-ce pas? Et c'est ça même, ça peut même entraîner même la faiblesse. Combien de brassages il y a mis dans cette armée? Des brassages, des mixages, chose que le président de la République est en train de refuser jusqu'aujourd'hui aux groupes armés. Le brassage et mixage qui a fragilisé notre armée. D'accord. Le complice et consorts, il y en a combien? On arrête du jour au lendemain combien? Le général ici qui a été arrêté bientôt, il dit tantôt, Yav. Merci. Et du jour au lendemain, on est en train d'extirper de notre armée des complices. Ce sont les tares de l'ancien régime qui a désorganisé, déstructuré tout. Merci beaucoup. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir et est en train de remettre tout sur les rails. Je vais dire ici merci beaucoup, Rissel Mutoké. Vous avez épuisé votre temps d'antenne. Je vais finir par ces mots-là. 30 secondes. Pour dire que il faut arrêter de dire ici que la MONUSCO et consorts n'a rien à faire. L'armée. D'abord, première précision. C'est que le fait d'avoir défait le M23 les années antérieures, il n'y avait pas que l'armée rwandaise à cette époque-là. Il y avait aussi la brigade d'intervention rapide. La brigade d'intervention rapide, ce sont des vérifiés, je renvoie tout le monde sur Internet. Il y avait dans cette brigade d'intervention la Tanzanie, n'est-ce pas? L'Afrique du Sud, je crois l'île Maurice, si je ne m'abuse, n'est-ce pas? Il y avait des troupes qui étaient... Et après, cette appui d'intervention rapide est partie, n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi ici que nous sommes membres des concerts des nations, nous sommes membres des Nations Unies, de la CIRG, des consorts et toutes ces structures internationales-là. Et donc, lorsque le président de la République saisit, n'est-ce pas, ces organisations internationales, c'est parce que lorsque nous nous engageons dans ces organisations-là, il y a des pactes et des engagements que nous signons. D'accord. Je venais tout à l'heure de les dire ici. Merci beaucoup. Il y a des pactes sur la non-agression, sur l'intangibilité des frontières et que je d'accord, merci beaucoup. Mais je vais rappeler ici que... Merci beaucoup, monsieur Rissel Mutoké. Je suis par là. Ce n'est pas une faiblesse de saisir les institutions internationales. Et lorsque vous êtes sous embargo, étant membre de ces conseils des Nations Unies, sous embargo, c'est une décision des conseils des nations. Et lorsque vous allez vous procurer des armes, on vous brandit cet embargo-là. Ce n'est pas par plaisir que le Congo ne s'est pas procuré des armes de dernière génération. On va lancer le deuxième. Vous partez vous approvisionner, on vous brandit cet embargo-là. Merci beaucoup. Je prends. Le président de la République avait merci demandé beaucoup. Que ça soit levé au Conseil de sécurité. Merci pour cette belle intervention. Rissel Mutoké, cadre UDPS et communicateur de l'Union sacrée de la Nation. Deuxième sujet, je vais lancer, on va analyser le discours du président Tshisekedi. La RDC abandonnée et esselée, est-ce un échec de la diplomatie? Monsieur Henri Tshimbalanga, vous avez suivi le discours du président du haut de la tribune. Il a dénoncé en termes clairs l'implication du Rwanda, mais à part cela, tous les discours qu'il y a eu hier, tous les présidents qui sont passés hier, personne n'a fait mention de l'agression rwandaise. Vous avez le président sénégalais, le président français, le président turc, le secrétaire général des Nations Unies, le président centrafricain. Ils ont tous évoqué tous les conflits du monde, israélo-palestinien, Grèce, Ukraine, Russie. Mais aucun des États n'a évoqué la question de la guerre entre la RDC et le Rwanda. Est-ce un échec de la diplomatie? Est-ce un échec? Est-ce que nous sommes
esselé, comme on dit. Juste d'abord, deux petits mots. Je pense que Russell Mutoke, l'Internet n'est pas un instrument absolu. C'est une machine qui n'écrit pas les informations d'elle-même. Et d'ailleurs, on vous dira par les connaisseurs en la matière que l'ordinateur est la machine la plus bête. Quand tu insères même une bêtise, elle ne reproduira que cette bêtise. Internet, ça veut dire ceci. Mais tout ce qui se retrouve sur Internet, ça vient d'un opérateur. Que celui-là vous débite ce qui n'est pas vrai ou que ce soit vrai, eh bien vous allez tout gober. Donc c'était juste une parenthèse pour te dire que rien à voir avec l'Internet à écrire ou à publier ainsi de suite. Nous avons des structures ou des institutions qui sont habilitées à faire respecter quand même la gestion de la chose publique. Souvenez-vous de Kamere Kabila. Les troupes sont entrées sans passer par le Parlement. Il y a eu une suite. Bon, pour revenir à la question, je crois que la RDC se sent seule en ce moment. On l'a assez dit ici plusieurs fois que toute la communauté internationale a finalement, elle se cachait auparavant et maintenant c'est trop clair. Parce que même à l'ordre du jour là-bas, personne n'a parlé de la situation de la RDC. Seul le président de la République l'a fait, et il a fait de cette façon-là brillante, il faut le dire, parce qu'il a donné en tout cas tout ce qu'il fallait donner comme élément qui puisse mettre tout le monde devant un fait accompli. Mais malheureusement, il n'y a pas de répondant. Parce que sur le terrain, on constate autre chose. Le Rwanda semble être... D'ailleurs, Kagame, il venait de dire qu'il est prêt à y aller coûte que coûte contre la RDC, soit par la guerre ou par la paix, ou rompre en n'importe de quelle manière. Donc vous comprendrez que même le président de la République, je pense que si jusque-là, il ne déclare pas la guerre contre le Rwanda, parce qu'il sait très bien que derrière le Rwanda, il y a des puissances. Alors, la question est tellement pertinente que c'est un constat triste de voir que la RDC est maintenant seule, et il y a lieu de conclure que notre diplomatie a échoué. Parce que quand on va dans les organisations sous-régionales, à Nairobi là-bas, on en est sorti avec quoi? D'ailleurs, il semble que le président Félix n'est pas allé jusqu'au dernier jour. Il était un peu sorti bien avant parce qu'il était maintenant question, on devait imposer que la RDC doit négocier avec les M23 qui sont qualifiés là-bas comme des rebelles, des Congolais qui ont des revendications légitimes, et on impose à la RDC de négocier avec eux. Ça c'est le secrétaire général des Nations Unies qui demande à ce que la RDC... Mais bien avant lui. Mais quand ils sont allés à Nairobi, ils sont revenus avec quelle suite? Maintenant, tout ce qu'on peut nous donner comme force d'interposition, une force régionale. Mais écoutez, qui va payer la facture? Ces organisations sous-régionales dépendent de l'Union africaine. Mais l'Union africaine est financée par l'Union européenne. Parce que l'Union africaine n'a pas de budget. Et vous pensez que ces gens-là, quand ils financent le fonctionnement de l'Union européenne, mais ils en donnent des injonctions. Et le fait que le gouvernement, le président de la République lui-même ait dénoncé plusieurs fois que c'est le Rwanda, même brandissant le rapport des experts des Nations Unies. Mais Dan, ces gens-là s'en foutent. Il faille qu'ils dénoncent, je ne sais pas dans quel autre terme, parce que d'ailleurs, son discours d'hier, il n'a pas été dubitatif, il a été clair, il a tout dit, il a dit tout ce qu'il avait comme élément. Et quand il va même jusqu'à demander qu'on distribue les rapports des experts, parce que ces rapports-là sont clairs. Mais pourquoi les Nations Unies ont fini par essayer un peu de dire tout haut que la RDC est agressée? C'est suite au comportement, à la révolte du peuple congolais là-bas à l'Est. Ça n'a pas commencé aujourd'hui de dénoncer la comment expliquer cette impuissance? Pourquoi la communauté internationale ne prend pas en compte ces revendications de la RDC avec ce rapport qui démontre noir sur blanc que la RDC est agressée par le Rwanda? Comment ne pas imposer des sanctions comme c'est le cas avec la Russie? Il faut aller très loin. Vous allez même aller maintenant dans la dimension des multinationales, ainsi de suite. Il faut savoir que même aux États-Unis, il y a des gens qui ont de l'influence sur la prise des décisions. Prenez par exemple, vous avez un problème là-bas, tous les chefs d'État américains, qui a osé
supprimer la loi sur, je crois, le fait que les Américains ont le droit de porter les armes. Ils achètent même des armes de guerre, des armes d'assaut. Mais quel est le président qui a réussi à annuler cette loi-là? Parce que les armuriers qui ont beaucoup d'argent, ils fabriquent, ils financent des campagnes des sénateurs et ils s'imposent. Ils disent, mais non, ne touchez pas à notre business. Si toi, le chef d'État, tu fonces, je pense même ils vont même t'acheter un assassinat. Donc, c'est pas du tout automatique. Mais Joseph Kabila ici, il était aussi dans la même démarche, dénonçant la MONUSCO qui ne foutait rien. Il avait même dit, je reprends un peu ces termes dans une de ses interviews, il a dit, mais citez-moi une seule force que la MONUSCO a neutralisée. Il le disait en son temps. Mais cette fois-ci, ça a pris un peu de l'ampleur parce que le peuple congolais a réagi. Vous voyez, a attaqué la MONUSCO comme ça. C'est ainsi que, par stratégie, ils se disent, bon, on doit essayer de dire un peu, parce que comme le peuple maintenant se soulève, on ne saura pas écraser la population civile. Donc, ils le disent contre leur propre gré. Ils n'étaient pas préparés à avouer, même dans des termes aussi isolés. Donc, la RDC, pour revenir à ta question, on n'y reviendra pas assez. À ce stade, en tout cas, je dirais que notre diplomatie est faible. Elle n'a pas réussi. Mais il faut aussi comprendre que... La diplomatie n'a pas réussi. Mais quels en sont les résultats? La diplomatie congolaise est faible. Mais on n'a pas de résultats. On a vu les chefs de l'État, vous savez, en première ligne de toute cette campagne. Toute bonne foi ou toute bonne volonté qui ne se matérialise pas en un résultat escompté, vous mettez ça dans quel compte? C'est un échec. Vous comprenez? Alors, le président a tout dit pour faire comprendre et aux Congolais et à tout le monde que voilà. Donc, on a tout dit maintenant, mais il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas... Bon, moi je dirais même que c'est ici le cas de le dire que croire que dans la diplomatie, on doit miser sur la bonne foi de votre parti, comme il le faisait avec les Kagame, l'appelant frère, ainsi de suite. Mais Kagame et les autres et les Occidentaux ne sont pas dans cette logique-là. Ils sont dans la logique des intérêts. À l'Est, là-bas, ce sont des grandes firmes américaines. Principalement, il y en a 3. Il y a les groupes Amazon, il y a Microsoft et il y a Apple qui ont besoin de ces matières-là. Ce sont des fortunes. Matières stratégiques. Et ils décident. Et ils influent sur la prise des décisions partout là-bas. Donc, je pense que ils sont à mesure de mettre à jour notre diplomatie du fait que nous n'avons pas la capacité de se défendre nous-mêmes en interne. Et à ce sujet-là, pour chuter, je souhaiterais qu'on essaie un peu, parce qu'on ne peut pas baisser les bras complètement, se dire que non, ça en est fini. Pourquoi ne pas rappeler, consulter le général Olinga? Parce que quand on avait occupé Goma par les M23, à la dernière qu'ils disent, ils peuvent le consulter pour dire que voilà la stratégie qu'on avait prise, comment ils avaient... À la dernière prise de parole, ce sera le moment de proposer, de faire des propositions. Il reste un tour de table. Maître Kyunga, la même question. Est-ce un échec? Est-ce que la RDC a échoué diplomatiquement, on va dire, du point de vue international? C'est clair comme l'eau des ressources. Nous avons échoué. Notre diplomatie a échoué. C'est comme vient de dire mon co-débatteur. Quels que soient les efforts que vous fournissez, c'est comme une équipe de football qui est sur le terrain. Vous donnez de bonnes dribbles, de belles passes et tout. Mais finalement, vous encaissez 5-0. Les supporters ne vont pas aller parler de vos dribbles. Là, il a bien joué. Non, c'est le résultat. Mais quel est le résultat que nous avons dans cette affaire? Nous avons été à Nairobi, dans les négociations là-bas. Le communiqué final n'a jamais condamné le Rwanda. Nous avons été en Angola. Le communiqué final n'a jamais condamné le Rwanda. Et même avec les soi-disant partenaires internationaux que nous avons ici, il n'y a aucun pays, surtout les fameuses grandes puissances, qui a dit clairement que nous condamnons l'agression de l'Rwanda. On ne le dit pas. On ne le dit pas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire nous n'arrivons pas à convaincre. Nous n'arrivons pas à convaincre. Les RDC n'arrivent pas à convaincre. Oui, nous n'arrivons pas à convaincre. Parce que vous savez même cette histoire multinationale et tout ça. Mais c'est nous qui avons les minéraux.
pourquoi les multinationales devraient coopérer avec les Rwandais? C'est parce que nous ne savons pas parler avec eux. Parce que ce n'est pas normal que vous qui avez les minéraux, qu'on puisse vous enjamber et on va parler à celui qui n'en a pas. Qu'est-ce que le Congo a proposé à ces multinationales? Qu'est-ce que nous avons proposé? Rien. Moi, j'ai toujours été partisan est-ce que d'une anecdote romaine qui disait il n'y a pas de citadelle inattaquable, il n'y a que des citadelles mal attaquées. Donc, lorsque vous avez amorcé une démarche quelque part et que ça n'a pas réussi, ce n'est pas que c'est impossible, vous vous êtes mal pris. Rectifiez les tirs et vous gagnerez. Donc, quand je regarde même par rapport à la diplomatie ou par rapport au M23, j'ai l'impression que les Congolais, vraiment, ils n'ont plus que leur prière à adresser à Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que les M23 ou même ce Rwanda-là? J'avais dit sur une chaîne concurrente que j'ai constaté que la population congolaise, surtout de l'Est, est le plus déterminée que le gouvernement. Vous avez vu ce que les gens de l'Est ont fait. Ils ont fait plus que le gouvernement. Au contraire, le gouvernement, s'ils ont eu à réagir, c'est parce qu'ils étaient vraiment tirés de force par la population. Mais il fallait accompagner cet élan-là et prendre des décisions politiques pour montrer qu'effectivement, nous n'en voulons plus. Bon, tout ça, c'est le gouvernement. J'entends dire que qui est défaillant. Le gouvernement actuel a trouvé une armée déstructurée qui n'avait rien. Ça, c'est faux. C'est faux, c'est toute l'année. Parce que le chef de l'État lui-même, il a dit clairement, et ça c'est tout à fait en son honneur, il a dit que quand nous étions dans l'opposition, il y a des choses que nous soutenions, que nous disions sans connaître ce qui est, mais là j'ai trouvé une armée bien formée, bien structurée. C'était sur TV5. C'est Félix qui a dit ça. Il a dit lui-même, il a reconnu qu'il a trouvé une armée bien formée, bien structurée. Alors comment on vient dire ici que l'armée, il avait déstructuré? Non, c'est le commandant suprême qui l'a dit. Alors qui sommes-nous pour le contredire? Mais on ne va pas oublier que quand même notre armée était dirigée par les Rwandais pendant un moment. Mais attendez, mais c'est ce que j'ai dit. La difficulté avec nos Congolais. Nous voulons nous plaindre du passé. Non, on ne gère pas un État dans des plaintes ou dans des visions du passé. Cette histoire de Rwanda s'est passée. Aujourd'hui, nous avons un problème en face. Nous avons le M23, nous avons le Rwanda. Quelles décisions nous prenons? C'est ça le problème. Parce que cette histoire, nous sommes infiltrés. Est-ce qu'un pays qui est bien organisé, pour démanteler les gens qu'on soupçonne d'infiltration, c'est difficile? C'est difficile. Moi, j'ai toujours donné un exemple. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains d'origine japonaise aux États-Unis, Américains d'origine japonaise, ils ont été cantonnés. Parce que les Américains n'avaient pas confiance en eux. Nous sommes en guerre avec le Japon. Vous êtes Américain, c'est vrai, mais d'origine japonaise. On les a parqués quelque part. Vous restez là à l'écart jusqu'à la fin de la guerre. Un pays a toute la puissance publique pour prendre des décisions. Cette histoire d'infiltration ou de quoi, ça pour moi, c'est une chose de faux fuyant. Pourquoi? Parce que toutes les personnes qui sont rentrées dans l'armée par brassage, mixage, sont identifiées. Ceux qui sont venus du RCD, du MLC, RCD, KNL, tout le monde est identifié. Mais votre débatteur disait tantôt que cette question a connu un certain point culminant avec l'arrivée de l'AFDL qui est venu mettre vraiment déraciner le système économique et les systèmes... Alors, doit-on continuer à se complaindre ici? Non, maintenant on ne peut rien faire parce qu'il y a eu la peine. Non. Parce que pas responsable. Les services de renseignement, déjà quand vous préparez une attaque, semblerait que l'armée, l'information déjà divulguée à l'ennemi. Quand moi j'entends ce type de discours, donc j'ai l'impression qu'on nous demande, croisons les bras. On est infiltré tellement on ne fait rien. Non. Ça c'est le défaitisme. Dans un pays organisé, ce n'est pas difficile de découvrir qui nous trahit, qui est derrière l'ennemi. Ce n'est pas compliqué. Et ces gens les mettent hors d'état de nuire. Non, finalement, on a quel genre de pays, on a quel genre de services, on a quel genre de dirigeants
Quand on ne peut pas prendre des décisions, n'est-ce pas, des décisions idoines. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. Mais c'est facile de critiquer de loin que quand on est aux affaires, parfois, le président l'a dit, hein, vous l'avez vous-même souligné. Oui, il l'a dit, mais maintenant, il est là, il doit faire son travail. C'est pour ça qu'il a été élu. Parce que, regardez, un simple exemple. Vous plaignez, tel monsieur, nous trouvons qu'il est suspect. Terminé. Il a des responsabilités dans l'armée. Le commandant suprême de l'armée, il peut refaire des affectations. Monsieur tel, nous n'avons pas confiance à lui, on vous fait partir de ce poste de commandement, vous allez à l'état-major dans l'administration. Vous leur donnez des postes qui n'ont pas de responsabilité. D'accord. Ceux qui sont avancés en âge, vous donnez des retraites anticipées. D'accord. Et vous renouvelez les personnels de l'armée. On va continuer à se plaindre jusqu'au retour du Christ. Sans prendre des décisions, et les Bounagana est occupé depuis 3 mois, on ne pose aucun acte. On parle de formation, mais oui, vous avez formé. Monsieur Russell Motoké. Ça sert à quoi s'ils ne se battent pas? Monsieur Russell Motoké. Or, c'est l'homme politique qui doit donner le go pour la bataille. On ne gouverne pas en se plaignant, mais on trouve des solutions à la population. Je crois que mon co-débatteur a mal choisi les mots. Il faut faire la différence entre plainte et dénonciation. N'est-ce pas? C'est des mondes différents. Et ce que nous faisons, ce n'est pas se plaindre, c'est dénoncer. N'est-ce pas? Parce qu'il faut informer sur le mal. Il faut dénoncer les mal, d'où qu'ils viennent. N'est-ce pas? Ça, c'est la première précision. Je vais aller dans les détails bientôt. Deuxième des précisions. Mon frère en face doit savoir que Internet est différent des ordinateurs. N'est-ce pas? Ça, c'est deux mondes différents. Et je crois qu'il ne maîtrise pas ces domaines-là, qu'il souffre d'apprendre ça. Mais c'est pourquoi je comprends. Pourquoi ils n'ont pas des informations concrètes sur ce qu'ils disent. Parce qu'ils confondent réseaux sociaux, Internet, ordinateur et consorts. N'est-ce pas? Et il doit savoir que sur Internet, il n'y a pas que le mensonge. Il y a ce qu'on appelle des sites officiels. N'est-ce pas? Par exemple, lorsque vous voulez avoir les rapports du groupe d'experts des Nations Unies, vous entrez dans les sites officiels des Nations Unies, vous avez ces rapports-là, vous n'allez pas dire que c'est une information tronquée. N'est-ce pas? C'est comme ça que je renvoie les gens sur Internet, non pas pour voir dans les réseaux sociaux, mais pour lire les informations dans des sites officiels. Ok, n'est-ce pas? Très bien. Ça, c'est une précision détail. Maintenant, il faut aller dans certaines choses que j'ai entendues ici. Notre diplomatie a échoué. Encore un mot qui n'a pas sa place. N'est-ce pas? Première chose, c'est qu'il faut savoir que la force de la diplomatie n'est pas que les décisions. Les décisions sont des désordres, n'est-ce pas? Les décisions verbales coulées sur des documents et des décisions en termes de sanctions pour des résultats concrets, n'est-ce pas? Et à la phase où la RDC est encore sur le plan diplomatique, c'est de détruire toute le manœuvre diplomatique du Rwanda qui nous agresse. Ça veut dire faire voir à la face du monde, n'est-ce pas, dont nous sommes membres, que le Rwanda viole scrupuleusement, n'est-ce pas, les dispositions internationales, est en train d'agresser alors qu'il est signataire des principes de non-agression. N'est-ce pas? Ça, c'est une précision détail. Deuxième chose, c'est que le gouvernement, au moment où on parle, j'ai entendu mon co-débatteur dire ici que personne n'a condamné. Je lui donne l'information. L'ambassade des États-Unis, n'est-ce pas? Le Sénat américain, n'est-ce pas, avait condamné ouvertement le Rwanda, l'agression rwandaise. Je n'invente rien. Je vous renvoie encore sur Internet, c'est plus facile, au lieu que vous puissiez commencer à parcourir des distances pour aller à l'ambassade. N'est-ce pas? Les parlements africains, n'est-ce pas, notamment avec l'Afrique du Sud et consorts, ont condamné le Rwanda. Ça, c'est une précision. Vous cherchez sur Internet, vous en verrez. N'est-ce pas? Le Conseil de sécurité, à travers son groupe d'experts, n'est-ce pas, a littéralement, clairement établi et confirmé les preuves de Kinshasa sur l'agression rwandaise. Ça, ce sont des résultats diplomatiques. N'est-ce pas? Et j'étais, parce qu'il y en a plusieurs, n'est-ce pas? Il y en a plusieurs, donc vous allez vous rendre compte qu'il y en a plusieurs. D'autres pays, l'Allemagne et consorts et consorts. Je ne vais pas m'éterniser parce que je vais perdre mon temps. Mais il faut rajouter aussi une chose, c'est que ce que nous sommes en train d'attendre maintenant, ce sont des sanctions sévères, n'est-ce pas? Par exemple, l'embargo sur les armes contre le Rwanda, parce que le Rwanda arme, n'est-ce pas, et a des militaires sur le sol congolais, n'est-ce pas?
De la même manière dont la Russie a été condamnée et a été sanctionnée sur le plan économique, sur le plan militaire, et qu'on sort, et que c'est n'est-ce pas? Mais il faut rappeler aussi que la question diplomatique ne relève pas seulement de ce qu'ils disent. Ce n'est pas une question de volonté où il dit on n'a rien fait, on ne fait rien, il n'y a pas de résultats, mais je comprends. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que nous sommes sur un plateau de télévision avec beaucoup d'ignorance que nous allons débiter de choses. Pas du tout, n'est-ce pas? Il y a des résultats, les rapports diplomatiques de la RDC, les démarches diplomatiques sont élogiées parce qu'ils sont en train de détruire petit à petit les lobbying que mène le Rwanda pour ne pas être condamné. Mais je rappelle ici que, je vois ici, par exemple, sur la question de Goma qui est tombé et qu'on sort, il ne faut pas voler la vedette à Mamadou Ndala qui était chef des opérations militaires. N'est-ce pas? Assassiné de manière lâche. L'incursion du M23 a été vaincue par le chef des opérations militaires. Le chef des opérations militaires, c'est celui-là qui est sur le terrain des opérations, qui commande les troupes sur le terrain. Il ne faut pas voler la bêtise à Mamadou Ndala, paix à son âme. Ça, c'est une précision détail. Il faut rappeler ici. Le temps, on est à la fin. Oui, que j'essaye un peu de balayer plus rapidement parce que vous m'avez un peu plus... Il nous reste 2 minutes. Prenez juste 1 minute pour désannoncer aussi. Vous savez, quand j'ai dit que l'armée a été... Le gouvernement a trouvé une armée déstructurée. Mais mon frère, je donne des éléments concrets. Dans ce pays, on obtenait maintenant des grades de généraux sans passer par des formations militaires. Et Fokananga n'était devenu que l'ombre de lui-même. N'est-ce pas? Kibomango n'était devenu que l'ombre de lui-même. C'est à peine que tout ça a été commencé à être réhabilité. N'est-ce pas? Sulutani Makenga, Bosco Tanganda et les autres, ils sont devenus généraux dans cette armée comment? Notre armée a été dirigée par un chef d'état-major rwandais, James Kabarebe. D'accord. N'est-ce pas? Merci. Les résultats sont là. Les rebelles ici, qui ça? Akili Mundos. Merci. N'est-ce pas, s'il te plaît? Akili Mundos, qui a fait défection dans l'armée pour rejoindre le groupe et créer son propre groupe armé. Merci. N'est-ce pas un élément de l'armée rwandaise? Lorsque le président de la République a fait 2 semaines, n'est-ce pas? Attends, s'il te plaît. Lorsque le président de la République a fait 2 semaines au niveau de, s'il te plaît, au niveau de Goma, on n'a plus le temps. Qu'est-ce qui a été constaté? On a dit que il y avait 25 000 hommes sur les terrains des opérations, sur les terrains. Alors que lorsqu'on regarde, il n'y en avait que 4 000. Le temps à la télévision est donc pour dire que le gouvernement est en train de travailler, de manière sérieuse sur le plan diplomatique et sur le plan militaire pour mettre fin à cette guerre. Et ne vous en faites pas, tantôt, ça sera le résultat. Merci beaucoup. C'est déjà la fin de l'émission. On doit se quitter. On a commencé avec vous. On a fini avec M. Rissel. Malheureusement, on ne peut pas. Je crois qu'on aura plus... Je voulais dire, bon, l'émission est déjà terminée. L'émission est déjà terminée. On aura plus de temps d'évoquer la question. Je demande même une émission à 2, comme ça on va, faire des démonstrations ici. C'est très important parce que lorsque nous étions à 3, il n'y a pas eu suffisamment de... Les sites officiels, mesdames et messieurs, les mensonges officiels. Oh, voilà, vous voyez, je comprends pourquoi il n'est pas informé. Voilà. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous vous êtes rendu compte que ce débat a été très houleux avec ces éminentes personnalités. Ça ne sera pas une dernière fois. Elles répondront à nouveau à notre invitation pour d'autres questions d'actualité. Merci beaucoup, Maître. Merci beaucoup, M. Rissel. Merci beaucoup, M. Henri Tchimbalanga. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve demain avec le même plaisir.